Quatre-Rivières, c'est sauver ce qui peut l'être. Quatre-Rivières nous plonge dans les tourments de la Première Guerre mondiale, sur les traces d'un personnage assez particulier, un ancien chirurgien des armées, Alexandre Orsin, qui revient meurtri des combats et qui, après des années d'errance, va être médecin de campagne. Ce jeune homme est en partance pour Cayenne. On aura la clé de cet exil à la fin de l'histoire. Et sur le bateau, il écrit son histoire et il évoque ses souvenirs, à la fois les souvenirs de la Première Guerre mondiale, mais aussi les souvenirs de son expérience dans ce bourg de campagne traversé par 4 rivières qui rugissent, où il va être confronté une nouvelle fois à l'indignité la plus monstrueuse et à la plus bouleversante humanité. On y croise des personnages très touchants, notamment Maréchal, avec qui il tisse une amitié fraternelle, et puis aussi Armand, qui est revenu comme un spectre de l'atrocité des combats. J'ai choisi ce roman d'Alain Emery parce que c'est un petit bijou, c'est un récit magnifiquement composé, on croirait une œuvre de marqueterie, qui repose sur les qualités d'écriture qu'on connaît à Alain Emery, qui sont celles d'une écriture très personnelle, sensuelle, baroque, qui ne cherche pas du tout à faire des effets de mode. Il poursuit sa voie, il promeut des valeurs humaines comme l'indépendance d'esprit, la fraternité, l'humanité. On peut rapprocher Quatre-Rivières de l'œuvre de Louis Guillou par les valeurs communes aux deux écrivains, à savoir le combat contre les injustices, la fraternité, le refus du manichéisme et l'esprit d'indépendance surtout. Page 27-28. Au premier jour de juillet, sous une chaleur accablante, 3 hommes m'apportèrent, sanglé sommairement sur un banc, un gamin, par ailleurs scieur de long, blessé à l'abdomen. Une vilaine entaille d'où refluaient par à-coups de minuscules caillots de sang. Avec un calme déroutant, ils évoquèrent le tranchant d'une hache, mais je ne parvins pas à savoir si la plaie était le fruit d'une querelle ou d'un accident. Je me penchai sur lui. Il ressemblait trait pour trait à ce déserteur que nous avions découvert au printemps de 1917, derrière les ruines d'un couvent où nous venions d'installer un hôpital de fortune. Il avait été blessé au bras gauche, la veille, et avait perdu beaucoup de sang. Il avait profité de la nuit pour tenter de fuir l'hôpital, mais n'avait pu ramper plus loin qu'un maigre bosquet de saules, non loin de là. Épuisé, il s'était finalement allongé sous les arbres, dans une étoupe grasse et acide, d'où montait une odeur qui ne couvrait pas celle de sa peur. Il tenait à peine sur ses jambes quand les gendarmes étaient venus le chercher, mais, m'avait assuré le colonel d'une voix grinçante et lasse, le peloton d'exécution l'avait trouvé debout. Mon jeune bûcheron semblait lui aussi avoir été sculpté dans du bois blanc, veineux et cassant. Ses chances de s'en sortir étaient minces. Je sortis malgré tout mes ustensiles et sans attendre me mis à l'œuvre. Sauver ce qui peut l'être, chuchotait à mon oreille une voix empestant le ratafia et la poudre à fusil. Une voix revenue d'entre les morts et me collant à la peau comme le sang sur mes doigts, le sang sous mes ongles. Une voix dont le timbre et les inflexions s'accordaient au tremblement, ceux des vents chauds de mes mains, de cette cigarette posée pour l'éternité sur le bord de la lèvre inférieure du colonel. Et soudain, le silence, abrupt, abyssal. Derrière le moindre de mes gestes se révélait à présent une foudre domptée, à nouveau familière, toujours aussi grisante.